Alors bonjour et bienvenue dans ce cours d'optique physique de l'université Sidi Mohammed Ben Abdallah, faculté des sciences d'Al-Merez. Alors aujourd'hui on va commencer une nouvelle partie qui sera consacrée à l'étude des systèmes d'interférence à division d'amplitude. Donc on va voir en particulier la lame à face parallèle, la lame coin, dans une autre partie, donc la partie 4.2, donc la lame coin ou coin de verre et puis le dispositif de Newton. Alors, premièrement, on va définir la lame à face parallèle. Donc, la lame à face parallèle est un matériau homogène, transparent et limité par deux dioptres plans parallèles entre eux. Donc, en gros, c'est une vitre de verre. Donc, c'est comme on la voit ici j'espère que vous pouvez la voir. Donc, voilà, donc on a deux dioptres, donc le premier et le deuxième, qui sont parallèles entre eux et qui vont limiter un milieu homogène, transparent, d'indice de réfraction n. Donc là, c'est un verre, donc c'est n égale à 1,5. Alors, on la schématise comme on le voit ici. Donc là, on a une lame à face parallèle plongée dans un milieu d'indice n1. Donc là, on a n1 et ici n2. Alors, lorsqu'un rayon lumineux, maintenant, rencontre un dioptre, donc le premier dioptre là, la lumière en ce point d'interface, donc N1, N2, donc la lumière ici, elle va subir une division d'amplitude. Ou bien, une partie de cette lumière, elle sera réfléchie, et puis une deuxième partie, elle sera réfractée. De même sur le deuxième point, d'interface maintenant N2, N1, la lumière, elle sera réfléchie au sein de la lame, et puis une autre partie, elle sera transmise ou bien réfractée. Donc on peut continuer sur les différents points d'interface, et enfin, on va se retrouver avec une série avec deux séries, d'une infinité de rayons. Alors, deux séries, c'est-à-dire une série de rayons réfléchis, et puis une autre série de rayons transmis. Alors, ces rayons-là, ils sont parallèles entre eux et ils vont se superposer à l'infini, ou bien ils se rencontrent à l'infini, ou bien au plan focal d'une lentille convergente. Donc, si on place une lentille convergente ici, ces rayons-là, ils vont se superposer au plan focal image de la lentille. Alors, maintenant, pour la division d'amplitude, alors, la division d'amplitude ne se réalise pas de façon équitable, c'est-à-dire, par exemple, si on a 100% de lumière incidente, on ne va pas avoir 50% réfléchi et 50% réfracté, ou bien transmis. Alors pourquoi? Parce que ces taux de réflexion et de transmission, ils sont donnés ou bien ils sont gouvernés par les coefficients de Fresnel. Alors qu'on va définir maintenant, alors on a un coefficient, alors on appelle le coefficient de réflexion de Fresnel d'un rayon incident d'un milieu N1 vers un milieu N2 qui est égal à N1 moins N2 sur N1 plus N2. De même pour le coefficient de transmission d'un rayon incident d'un milieu N1 vers un milieu N2 qui est égal à 2 fois N1 sur N1 plus N2. Alors maintenant, pour comparer les intensités, on va introduire les pouvoirs de réflexion et de transmission. Donc, R, c'est le rapport d'intensité d'un rayon réfléchi sur le rayon incident qui est égal à la valeur absolue du carré de R1, du coefficient de réflexion de Fresnel au carré. Et naturellement, donc, en absence d'absorption du matériau, donc la partie transmise qui est égale à 1 moins R. Donc, c'est 100 ou bien 1 moins la partie réfléchie. Alors, on va illustrer cela par un exemple. Alors, on va prendre un faisceau de lumière issu d'une source ponctuelle tombant sur une lame transparente plongée dans l'air. Donc, N1 est égal à l'indice de l'air, donc c'est 1. Et N2, c'est une lame verre, ou bien une lame de verre. Donc, N2 est égal à 1,5. Alors maintenant, on va considérer qu'on a 100% de la lumière incidente. Alors, la partie réfléchie sur ce premier point-là est égale à R fois I0. Donc, soit ça I0, donc ça c'est R fois I0. Avec R, il est égal à R12 carré,
donc c'est le coefficient de Fresnel de réflexion au carré, qui est défini par N1 moins N2, donc c'est 1 moins 1,5 sur 1 plus 1,5, le tout carré, et donc ça donne 0,04. Donc R égale à 0,04, c'est-à-dire qu'on a 4% de la lumière incidente, elle sera réfléchie. C'est-à-dire si on a ici 100% de cette lumière qui arrive en ce point, alors 4% de l'intensité de cette lumière, elle est réfléchie. Et donc le reste, il est transmis à l'intérieur de la lame, ou bien il est réfracté. Alors le reste, c'est-à-dire quoi? C'est 100 moins 4. Donc c'est 100 moins 4%, donc ça fait 96%. Alors T, je rappelle que T c'est 1 moins R, donc c'est 0,96. Donc on a 96%, il est transmis à l'intérieur. Alors de même sur le deuxième point, maintenant, alors sur ce point-là, ici, suivez le curseur s'il vous plaît, donc sur ce point-là, on a 4% de cette lumière incidente, elle sera réfléchie, c'est-à-dire 4% de 96%, donc ça fait 3,84%, alors il est réfléchi, et le reste, il est transmis. Alors, c'est-à-dire, c'est 96 moins 3,84. Donc, ça fait à peu près 92%. De même ici, alors sur ce point, alors 4% de 3,84% est réfléchi, et puis le reste, il est transmis. Donc, vous pouvez faire ce calcul-là chez vous, et vous allez obtenir cette répartition d'intensité, comme on la voit ici sur la figure. Donc, une série de rayons réfléchis qui ont des intensités de 4%, 3,7, ainsi de suite. Et puis, une série de rayons transmis, voilà, qui ont ces intensités-là. Donc, on peut généraliser cela en prenant alors, un rayon d'intensité I0. Alors, sur ce point-là, il va subir une réfraction et puis une réflexion. Alors, la partie transmise, c'est T fois I0. Et puis la partie réfléchie, c'est R I0. Donc l'intensité de ce rayon-là est égale à R I0 et l'intensité du rayon réfracté est égale à T I0. De même sur le deuxième point, alors ici on a une intensité incidente qui est égale à T I0. Alors maintenant, pour la partie qui sera réfléchie, c'est T I0 fois R. Donc ça donne R T I0. Et donc, pareil pour la partie transmise. Donc, c'est TI0 fois T. Donc, ça donne T carré I0. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, pour une réflexion ou bien pour la énième réflexion, alors l'intensité de ce rayon-là, il sera R2N plus 1 T carré I0. Et de même, pour la partie transmise, c'est R2N T carré I0. Alors, je rappelle que chaque rayon incident, il donne deux séries d'une infinité de rayons qui se superposent à l'infini. Alors, comme remarque, en transmission, on constate que le rayon sortant est beaucoup plus intense que les rayons suivants. Alors, si vous remarquez ici l'intensité, alors celui-là, il est de 92%, alors que les autres, ils sont plus faibles par rapport au premier rayon. Alors, ceci, il va influencer la figure d'interférence. Donc, ici, les interférences, ils sont quasi invisibles parce que le premier rayon, il risque, alors on a un mauvais contraste parce que le premier rayon, il risque de masquer le deuxième rayon. Par contre, en réflexion, on note que les deux premiers rayons ont des intensités comparables, ce qui produit des interférences contrastées. Et les autres rayons, donc alors le reste, comme on le voit ici, donc il est de l'ordre de 0,08%. Alors si on le compare aux deux premiers rayons, il est plus ou moins négligeable. Donc les interférences issues des autres rayons, on peut les négliger. Alors, les interférences observées par réflexion ou bien par transmission sont dites des interférences localisées. Alors pourquoi ils sont localisés? Parce que la figure d'interférence n'est observable que sur une surface particulière de l'espace. Alors je rappelle que pour visualiser ces interférences, alors on a dit que en pratique, on peut mettre une lentille convergente et on va les observer sur le plan focal image de la lentille convergente.
C'est-à-dire maintenant, si je change la distance du plan focal, alors je risque de ne plus voir les interférences. C'est pour cela, alors les interférences, ils sont localisées uniquement sur un plan bien défini. Donc on parle d'interférences localisées. Alors maintenant, on va étudier le dispositif ou bien la lame à face parallèle. Alors une lame à face parallèle, c'est ce qu'on voit ici dans cette figure, par exemple, dans cette image. Alors on va considérer une lame à face parallèle transparente d'épaisseur E et d'indice de réfraction N qui sera éclairée par une source de lumière monochromatique. Et maintenant, on va étudier ou bien on va calculer la différence de phase, delta phi, en fonction de l'indice de réfraction et de l'épaisseur. Alors, il y a une remarque importante. Alors pour vous rappeler, on a vu la dernière fois, en partie 3.2, que lors de la réflexion d'un milieu, d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent, donc d'un indice de milieu N1 vers N2, tel que N1 inférieur à N2, alors cette réflexion il s'accompagne d'un déphasage de pi et d'une différence de marge de lambda sur 2. Alors, contrairement, c'est-à-dire que si la lame à face parallèle est plongée dans l'air, alors la première réflexion elle va induire un déphasage supplémentaire de pi, donc une différence de marche physique de lambda sur 2, tandis que la deuxième réflexion, donc sur le deuxième dioptre, on n'aura pas un déphasage supplémentaire. Pourquoi? Parce que le rayon incident il vient d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. Je rappelle que la lame, ici, elle est plongée dans l'air. Donc, N1 égale à 1, N égale à 1,5, et le deuxième, c'est l'air. Il faut bien se rappeler de ce détail-là. Alors, pour le calcul de la différence de phase, donc delta phi, on va prendre un rayon R0, donc au point d'interface I, donc en ce point-là, on a donc une partie réfractée et puis une deuxième partie réfléchie. Alors ici, je vais mettre l'angle d'incidence I et de réfraction R. Alors de même sur le deuxième point, pareil, J. Donc on a une partie réfléchie et une deuxième partie réfractée. Et pareil, donc au point K, la même chose. Donc une partie réfléchie, ici que je n'ai pas tracé, et puis une deuxième partie réfléchie. Donc le rayon 1 et le rayon 2, ce sont deux rayons issus par réflexion. Et ils sont parallèles entre eux. Donc cet angle-là, c'est I. Celui-là, ici, c'est I. Et de même, celui-là, c'est I. On a toujours la même inclinaison, ou bien une inclinaison égale. Elle est constante. I est constante ici. Alors maintenant, si je fais la projection du point K sur le rayon 1, alors ça donne un point, alors c'est le point H, tel que H, c'est la projection de K sur ce rayon. Alors pour l'angle ici, c'est I. Alors pourquoi c'est I? Parce que, alors ici, regardez, on a, ça c'est pi sur 2. Alors cet angle-là, je vais préciser ici. Alors cet angle-là, c'est quoi? C'est pi sur 2 moins I. Et donc, par conséquent, ça, c'est I. Alors, ça, c'est pi sur 2. Celle-là, c'est pi sur 2 moins I. Et donc, ça, c'est l'angle I. Alors, pour les angles R, donc là, c'est l'angle R. Celle-là, c'est R. Celle-là, c'est R. Et pareil, ici, c'est l'angle R. Alors, pour la différence de phase, alors delta phi, on a dit quoi? Donc, ça, on l'a déjà vu. C'est 2pi fois delta sur lambda plus pi. Pi, pourquoi? Parce que j'ai une différence de phase supplémentaire due à la réflexion sur ce premier dioptre. Alors, la différence de marge delta, c'est quoi? C'est le chemin optique IJK moins le chemin optique IH. Alors, en réalité, c'est de R0 vers ce point-là, ou bien vers le point focal si je mets une lentille. Donc, c'est de R0 suivant le chemin du rayon 2 moins R0 I suivant le chemin du rayon 1. Alors, ça, c'est une partie commune, donc elle va simplifier. Alors, si je fais la différence, donc j'aurai IJK, donc ce chemin optique-là, moins IH. IH, c'est la projection, donc K, c'est la projection. H, c'est la projection de K sur cette partie-là. Donc, delta, c'est IJK moins IH. Alors, avec IJK, c'est quoi? Donc, IJK, c'est IJ plus JK.
Alors, je note que là, on a les mêmes angles. Donc, R ici qui est égal à celle-là. Et ça, c'est un côté commun. Donc, la distance IJ est égale à JK. Et par conséquent, alors IJK, c'est 2 fois IJ qui est égal à 2 fois JK. Alors, je rappelle que l'indice ici, c'est N. Donc, ça, c'est 2 fois N fois la distance IJ. Alors, de même pour IH, le chemin optique IH. Alors, IH, donc la lame est plongée dans l'air. L'indice, c'est N égale à 1. Donc, le chemin optique IH est égal à la distance IH. Alors, maintenant, la différence de marche, delta, ce n'est que 2NIJ moins IH. Alors, je vais essayer de chercher, d'exprimer IJ. Alors, je vais prendre, ou bien je vais considérer le premier triangle IJM. Donc, c'est un triangle rectangle. Alors, on a le cosinus de R, c'est quoi? C'est JM. Alors, c'est JM sur IJ. Donc, c'est E sur IJ. Et donc, IJ, ce n'est que E cosinus R. Donc, le chemin optique IJK, c'est 2 fois NIJ. C'est donc 2NE sur cosinus R. Voilà. Alors maintenant, pour la distance IH, donc cette distance-là, je vais considérer le triangle rectangle IHK. Alors le sinus de I, c'est IH sur IK, tel que IK est égal à 2 fois IM. Donc, IH, ce n'est que 2IM sinus I. Donc, deuxièmement, alors pour exprimer IM, je prends toujours ce triangle-là. Donc, on a la tangente de R, c'est IM sur E, donc sur JM. Donc, tangente R, c'est IM sur JM, donc IM sur E. Et donc, IM, ce n'est que E tangente R. D'où IH, c'est 2E tangente R sinus I. Alors, je peux exprimer sinus I en fonction de sinus R. On a, d'après la deuxième loi de réflexion, donc sinus I est égal à N sinus R. Donc, IH est égal à 2 fois NE tangente R sinus R. Et par conséquent, la différence de marche, c'est la différence de chemin optique IJK moins IH. C'est 2 fois NE sur cos R sur 2NE tangente R sinus R. Alors, tangente R, ce n'est que sinus R sur cosinus R. Donc, je vais factoriser par 2NE sur cos R, facteur de 1 moins sin carré de R, qui est égal à 2NE cos R. Donc, la différence de marche, delta G, un géométrique, c'est 2 fois NE cosinus R. Donc, la différence de marche totale pour ces rayons en réflexion, c'est delta G plus lambda sur 2. Donc, c'est 2NE cos R plus lambda sur 2. Donc, les rayons réfléchis sont déphasés de la quantité delta phi qui est égale à 2pi delta J sur lambda plus le déphasage supplémentaire pi. Alors, maintenant, pour le cas de la transmission, alors je peux faire, c'est le même calcul. Donc, c'est la différence de marge en transmission, c'est IJK moins IH, sauf qu'il ne faut pas ajouter le terme de lambda sur 2 pour la différence de marche. Donc, la différence de marche totale, c'est delta T en transmission qui est égal à 2NE cosinus R. Et la différence de phase, delta phi, entre les deux rayons transmis, c'est 2pi delta T sur lambda. Alors maintenant, pour la forme des franges. Alors, je rappelle qu'une frange est définie telle que, alors une frange, c'est le lieu de I égale à une constante. Alors, I égale à une constante, c'est-à-dire que delta phi est égal à une constante, et donc delta, la différence de marche, est constante. Alors, si delta est constante, c'est-à-dire que 2NE cosinus R est une constante, il est égal à une constante, cosinus R, alors N est constante, E est constante, donc cosinus R est une constante, et par conséquent, R est une constante. Alors, si R est constante, alors cela implique que l'inclinaison, ou bien l'angle d'inclinaison, I, ou bien d'incidence aussi, est constante. Donc, I est égal à une constante. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, en gros, donc les rayons, alors ces rayons-là qu'on voit ici, alors ce sont des rayons d'égale inclinaison. Parce que I, là, elle est constante. Donc, I est constante, donc ce rayon-là parallèle à celui-là, et donc ces deux rayons, ainsi que ces deux-là, ils sont d'égale inclinaison.
Alors, ces rayons-là, comme on l'a vu, ils vont se rencontrer ou bien se rencontrent à l'infini, et les interférences sont localisées à l'infini. Ou bien, si on met maintenant une lentille convergente de distance focale f', donc la distance focale, c'est celle-là, donc c'est la distance qui sépare l'écran donc c'est la distance qui sépare l'écran à la lentille. Alors, ce qui se passe, c'est que la lentille projette les rayons d'égale inclinaison dans son plan focal image, comme on le voit ici. Et donc, les rayons d'égale inclinaison convergent sur un cercle ou bien un anneau, et on observe donc des franges annulaires, comme on le voit là. Je reprends, donc là ce sont des rayons d'égale inclinaison. Alors si on met une lentille convergente, elle va les converger en un anneau, ou bien un cercle, comme on le voit ici. Donc la nature ou bien la forme des franges sont donc des franges annulaires concentriques. Donc si on place un écran à la distance focale du plan, à la distance focale de la lentille, on va observer des franges concentriques comme on le voit sur cette figure. D'accord? Alors maintenant, la lame à face parallèle donne des franges d'interférence sous forme d'anneaux concentriques qu'on va appeler des franges d'égale inclinaison. Donc parce qu'on a I, je rappelle que I est constante. Alors, sur un même anneau, on a I est égal à une constante. Donc, elle est issue des rayons d'égale inclinaison. Alors, d'où on appelle ce type de franges d'égale inclinaison, car elles correspondent à la même inclinaison I. Alors, maintenant, pour la tâche centrale, alors on a l'ordre d'interférence. Alors, P, on l'a défini, donc ça, on l'a vu la dernière fois, c'est delta sur lambda. Alors, pour les rayons en réflexion, c'est 2NE cosinus R sur lambda plus 1,5. Alors, la tâche centrale, elle correspond à I est égal à 0. Alors, pour I est égal à 0, c'est-à-dire que l'ordre d'interférence est à son maximum. Pourquoi il est à son maximum? Parce que delta est au max. Si I égale à 0, c'est-à-dire que R égale à 0, donc cosinus R égale à 1, et donc P est égal à delta max sur lambda, c'est 2NE sur lambda plus 1,5. Donc l'ordre d'interférence de la tâche centrale est égal à P0, qui est égal à 2NE sur lambda plus 1,5. Alors si P0 est entier, la tâche centrale est brillante sur la figure d'interférence par réflexion. Alors maintenant, si la tâche est brillante sur la figure d'interférence par réflexion, elle est sombre sur la figure d'interférence par transmission. Il faut garder en tête que les deux figures par réflexion et par transmission sont complémentaires. Alors maintenant, pour un anneau d'ordre K, pour un anneau d'ordre K, on a pour I est très faible, donc cosinus R, alors là, on peut l'approximer à 1 moins R carré sur 2. Donc cosinus R, c'est 1 moins I carré sur 2N carré. Donc je rappelle que I est égal à NR, ou bien il est proche de NR. Et par conséquent, donc P, donc c'est 2NE cos R sur lambda plus 1,5. Donc P, c'est 2NE sur lambda, 1 moins I carré sur 2N carré plus 1,5. Donc maintenant, le nombre d'anneaux entre le centre et l'anneau de rayon R, donc si je prends l'anneau central et puis un autre anneau de rayon R, donc P0 moins P, ce n'est que I carré E sur N lambda. Avec I, ou bien tangente de I, on va voir ici sur la figure, alors on a I, c'est cet angle-là, qui est le même donc ici, donc I, si je calcule tangente de I, avec I très faible, donc I est égal au rayon sur F', sur la distance focale. Donc pour un anneau d'ordre K, alors ça c'est le rayon RK sur F'. Donc pour IK est égal à RK sur F'. Donc revenons à notre relation. Donc P0 moins P est égal à R carré de K fois E sur F' carré lambda N. Tel que I. Alors on a vu que P0 moins P
c'est I carré E. Alors, pour un rayon, pour un anneau d'ordre K, on a I, c'est RK sur F'. Donc, P0 moins P, ou bien le nombre d'anneaux entre le centre et un anneau de rayon R d'ordre K est égal à P0 moins P, qui est égal à cette relation-là. Alors, à partir de cette relation, on peut calculer ou bien exprimer le rayon d'un anneau d'ordre K. Alors, RK, ce n'est que F' fois la racine de N lambda sur E fois la racine de K. Donc, comme remarque, on a R, elle s'écrit en fonction de 1 sur, ou bien d'une constante sur la racine de E. C'est-à-dire, plus la lame est large, hein, ou bien plus l'épaisseur est grande, plus les rayons vont se serrer, hein, plus R est petit. Voilà, donc le dernier point, c'est l'effet de la largeur de la source. Donc, si on a une source large, ou bien une source étendue, comme on le dit, alors, si la lame est éclairée par une source large, elle constitue donc une source, ou bien une infinité de sources ponctuelles, mais qui sont indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire ils sont incohérentes. Donc, ces rayons-là, ou bien ces sources-là, ils sont incohérents. C'est qui émettent des rayons parallèles sous la même incidence I. Alors, ces sources étant incohérentes, chacune donne son propre système de franges et les intensités vont s'ajouter. Alors, les franges ils deviennent donc plus intenses que celles obtenues pour une seule source ponctuelle. Donc, le fait d'avoir une source étendue ou bien large, elle va induire des intensités plus élevées au niveau des franges. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous donnerai rendez-vous à la vidéo prochaine pour étudier les deux autres systèmes, donc la lame coin vert et le dispositif de Newton.